Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Résoudre les difficultés de l'investisseur immobilier avec un huissier de justice. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Virondeau pour la 2e fois. En effet, je l'avais déjà interviewé dans l'épisode numéro 190 qui s'intitulait Les secrets des ventes aux enchères avec Guillaume Virondeau, dans lequel on avait partagé tout son parcours d'investisseur immobilier et comment il avait fait pour arriver à faire des ventes aux enchères. Et en l'occurrence, il avait expliqué lors du détail de son parcours qu'il avait été, pendant une certaine période, huissier de justice. Et je me suis dit, il est génial. Je vais faire un 2e épisode avec Guillaume pour qu'il nous partage toutes les informations que nous, investisseurs immobiliers, nous devons connaître lorsque l'on peut rencontrer des difficultés en investissement immobilier. Je vais parler avec lui notamment de comment est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, mettre dehors un locataire existant quand, par exemple, on achète un bien déjà loué, ou également quand on a des loyers impayés avec des locataires qu'on a peut-être soi-même choisis ou pas, peu importe. Donc, on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Il va pouvoir nous expliquer. J'ai vraiment trop hâte. Salut Guillaume, comment ça va? Salut Dorine, ça va parfaitement bien, merci. Et toi? Je suis ravie que tu reviennes pour qu'on fasse vraiment un épisode beaucoup plus poussé sur la question des huissiers de justice. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Je ne suis pas encore à la pointe et je suis vraiment contente. Donc, juste avant de commencer, aujourd'hui, tu ne pratiques plus en tant que huissier de justice. Évidemment, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent pour connaître toute l'histoire de Guillaume. Mais tu l'as été, donc juste pour faire un petit rappel de carrière que tu as faite par rapport à cette problématique-là. Ouais, donc effectivement, j'ai exercé moi en tant qu'huissier de juin 2015 à janvier 2021 précisément. Donc là, au moment où on tourne, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai vendu les parts de mon étude et j'ai passé un peu moins de 10 ans dans cette profession, si on compte les 2 années stage professionnel, l'obtention de mon examen et puis un peu de salariat au début avant de m'installer. Donc ouais, c'est ça. 6 ans d'huissier, quelques bonnes et quelques mauvaises expériences et puis un petit tour et puis s'en va quoi, comme on dit. Moi, j'avais fait le tour de la question, donc j'ai switché, j'ai revendu mes parts. Donc en 2021, j'allais sur mes 34 ans, j'avais 33 ans. Ok, donc pour commencer, je ne sais pas si tu es prêt pour qu'on rentre direct dans le vif du sujet. On peut. Moi, j'aurais bien commencé, on va dire, de façon soft, c'est-à-dire par rapport aux locataires déjà en place quand on aimerait bien pouvoir récupérer son appartement. Typiquement, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs et c'est souvent intéressant quand même d'un point de vue prix d'acheter un bien déjà loué. Parce que souvent, quand un bien est déjà loué, en général, il est loué pas cher. Donc là, je te parle des cas où, tu sais, entre guillemets, c'est des vieux propriétaires Hmm. qui ont des locataires en place depuis un certain temps. Ils vendent ça parce que de toute façon, le bien, il y a des travaux à faire dedans. Toi, tu n'as qu'une seule hâte, c'est que les locataires partent pour pouvoir rénover et réaugmenter les loyers. Donc, ça peut être des bonnes affaires, mais le problème, c'est que tu ne sais pas quand ton locataire va partir. C'est ça. Donc, je veux bien que tu m'expliques, à moi, investisseuse, quels sont mes leviers quand j'achète un bien déjà loué. Donc effectivement, bon, d'un point de vue stratégique, d'abord, tu l'as dit, c'est une super OP qu'on peut faire. Moi, je l'ai fait d'ailleurs sur mon premier immeuble de rapport. Il y avait 8 appartes et il y avait 3 appartes qui étaient loués. Et c'était un papy qui l'avait, donc effectivement, c'était en piteux état. Et tu te dis, le jour où les locataires vont s'en aller, bon, bah, je vais tout refaire. En attendant, je refais les autres. Et l'avantage, c'est que tu as quelques loyers tout de suite qui tombent même pendant ton différé, donc c'est formidable. Et puis derrière, ils partent souvent d'eux-mêmes. Maintenant, s'ils partent pas d'eux-mêmes, parce qu'ils sont locataires qui payent pas cher et que souvent ils sont bien contents malgré tout d'être là, même si le logement est pas en super état. Bon, d'abord, effectivement, quand on achète loué, on reprend le bail en cours du précédent propriétaire. On vient au droit du propriétaire précédent. Donc, déjà, quand on signe chez le notaire, effectivement, il y a une histoire de transfert de dépôt de garantie auquel il faut faire attention, hein. Bon, normalement, le notaire est vigilant, mais voilà, malgré tout, c'est bien de l'être soi-même. Attends, j'explique vite fait aux auditeurs pour bien dire, c'est que ça veut dire que les locataires qui sont en place avec l'ancien propriétaire avaient posé un dépôt de garantie, par exemple, j'en sais rien, 500 euros, je dis au pif.
Et donc, au moment de l'acte de vente, normalement, cette caution, entre guillemets, dépôt de garantie, je pense que c'est le vrai terme, Ouais. vous est rendue parce que finalement, c'est une sorte de trésorerie qui est due au locataire et donc il doit vous faire un petit surplus de virement au moment de l'acte notarié. On est bien d'accord que c'est bien de ça qu'on parle. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle normalement vulgairement la caution, en fait, ça s'appelle un dépôt de garantie. Et la différence, c'est que la caution, c'est une personne ou un organisme, et le dépôt de garantie, c'est de l'argent. Exactement. Ok, donc Guillaume, c'est très clair. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on voit ensemble dans la peau d'un investisseur qui a donc acheté un logement déjà loué. J'ai bien compris que j'allais avoir le bail qui allait être transféré à mon nom. Donc, je reprends le bail existant. Si jamais il y avait une caution, c'est-à-dire une dépôt de garantie au moment de l'acte notarié, je la récupère. Et donc, c'est moi maintenant qui suis responsable, entre guillemets, de ce contrat de location que j'ai récupéré. C'est ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est, premièrement, on va juste se concentrer sur est-ce que j'ai le droit et quand est-ce que j'ai le droit de me dire ah, j'aimerais bien qu'il parte. Qu'est-ce qui fait que la loi me permet de le faire? Alors déjà, la première question qu'il faut te poser, c'est pour quelle raison tu veux qu'il s'en aille. Probablement que tu veux qu'il s'en aille pour rénover l'appartement, le mettre davantage en valeur et augmenter au passage ton loyer, voire même trouver un locataire qui, selon toi, est un meilleur locataire parce qu'il est plus solvable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, elle t'autorise pas à faire ça. En fait, la loi, donc c'est la loi du 6 juillet 89, il y a un article, l'article 15 en l'occurrence, qui te donne toutes les conditions dans lesquelles un bailleur peut donner congé à son locataire. Donc l'article 15, là, en l'occurrence, c'est pour les baux qui sont nus, donc les logements non meublés. C'est un autre article pour les appartements meublés, mais concrètement, c'est les mêmes dispositions. À deux, trois détails près, c'est la même chose. Alors moi, ça m'intéresse que tu me détailles toutes ces options. OK. Imagine, je suis propriétaire, là, j'ai vraiment besoin de mettre quelqu'un dehors, je veux voir si je coche une des cases. En fait, voilà, la loi te donne vraiment tous les cas dans lesquels tu peux donner congé au locataire. C'est-à-dire que si tu rentres pas dans une de ces cases-là, tu ne peux pas. Et donc, il suffit pas de dire à ton locataire, vous devez partir à telle date ou votre contrat vient à terme à telle date, vous devez partir. C'est pas possible. Donc, quelles sont les options? L'option 1, la plus générale, c'est ton locataire n'a pas respecté tous ses droits. Il n'a pas respecté son contrat. Par exemple, il n'a pas payé ses loyers. OK. S'il n'a pas payé ses loyers, alors tu vas me dire: «Mais peut-être que je vais l'expulser par le biais d'une procédure ou que» bon, OK, mais en parallèle de ça, peut-être pour aller plus vite ou peut-être parce que tu as traîné un peu sur, la partie expulsion, bah, tu peux lui donner congé. C'est un motif pour donner congé, mettre un terme au bail. On verra peut-être un peu plus tard dans quelle forme on va pouvoir donner congé et demander à partir parce que la loi le prévoit, mais voilà, dans les hypothèses de départ, tu as ça. Ok, donc un locataire qui paye pas ou peut-être qui fait des nuisances. Est-ce que si, genre, par exemple, il fume dans les couloirs, il fait du bruit? Ouais, mais c'est encore plus encadré. Donc ça, c'est ce que la loi appelle un motif légitime et sérieux. Et dans le motif légitime et sérieux, on va mettre justement tous les problèmes que le locataire peut avoir causés. En premier lieu, donc, le défaut de paiement, le défaut d'assurance, ce genre de choses. Ok. Tu as aussi des cas, comme tu as dit, où bah, le locataire pose des problèmes, peut-être aux voisins, des troubles de voisinage, etc. Mais en fait, la loi prévoit que le trouble de voisinage, ça peut être un motif pour donner congé, mais normalement, il faut que ce soit validé par une décision de justice, que le trouble soit constaté par une décision de justice. Ça veut dire que ton locataire, faut qu'il ait été poursuivi par d'autres copropriétaires ou par d'autres locataires de l'immeuble, qu'il y ait une plainte de déposer, que la procédure elle est aboutie et qu'il ait été condamné pour trouble de voisinage, quelle que soit la condamnation financière, symbolique ou autre, mais il faut qu'il y ait une condamnation réelle. Et là, ça peut être un motif juridiquement pour lui donner congé. C'est vraiment, tu vois, hyper restrictif en fait. Ouais, ouais, c'est très restrictif. Donc Ok. le locataire qui est chiant, il vaut mieux négocier avec lui que de rentrer dans un cadre, légal. Ce sera toujours plus facile. Ok, donc ça, j'ai compris. Donc maintenant, c'est bon. Donc on a compris, il paye pas. Mais bon, du coup, c'est peu probable parce que si jamais le personnel veut rester, voilà. Donc, ok, donc le cas 1, j'ai Exactement. compris. Deuxième option. Deuxième option, tu as envie de vendre. Tu as envie de vendre, mais tu veux pas vendre loué parce que tu veux en tirer un meilleur prix et donc tu veux vendre vide, inoccupé. La loi le prévoit aussi, sauf que ton locataire, il a ce qui s'appelle un droit de préemption. Donc en fait, dans le congé, donc ce qu'on appelle le congé, c'est, l'acte ou le courrier par lequel tu vas l'informer qu'il doit partir. Là-dedans, tu dois l'informer de plein d'informations et notamment sur la raison pour laquelle justement tu le veux qu'il s'en aille. Et donc tu vas lui dire: «Madame, monsieur untel, je vous donne congé pour telle date, qui est la date de fin du bail. La raison pour laquelle je vous donne congé, je souhaite que vous partiez, c'est parce que je veux vendre». Et on doit lui donner le montant pour lequel on vend,
Alors, à l'instant T, hein, nécessairement, ça peut fluctuer, mais à l'instant T, on doit lui donner le montant, en toute transparence. On doit lui dire éventuellement si ça passe par une agence. Si ça passe par une agence, quel est le montant des honoraires. Et alors attends, parce que ça, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que ça veut dire que si par exemple j'ai un immeuble et que j'ai un locataire en place et que j'aimerais bien, je lui donne le prix de l'immeuble en entier? Non, ça a été tranché, ouais, en jurisprudence plusieurs fois parce que justement, il peut pas préempter. Donc ce qu'on appelle préempter, c'est le droit qu'il a d'acheter en priorité. Il l'a pas sur tout l'immeuble, il a que sur le bien qu'il occupe, Ouais. c'est-à-dire qui lui appartient. Mais donc, tu peux pas forcer, donc il pourrait forcer à faire une copropriété pour, juste racheter son appartement? Non, mais après, ce qu'il faut voir, c'est que dans une hypothèse comme ça, de toute façon, tu vas pas souvent, quand tu as un immeuble de rapport, tu vas pas t'enquiquiner à donner congé à ton locataire. OK, Tu vois ce que je veux dire? La personne qui vend l'immeuble de rapport, il vend tout l'immeuble, et il va pas, donner congé à tous ses locataires de tout l'immeuble. OK, S'il en reste que 2 ou 3, voilà. Donc, mais théoriquement, il a effectivement un droit de préemption sur l'appartement uniquement qui le concerne lui. Mais effectivement, ça peut aboutir à des situations de non-sens dans lequel, s'il préempte que sur le bien qu'il occupe, tu es obligé de créer une copropriété. OK, OK, donc c'est intéressant, donc ça OK, donc je comprends, donc en fait, si je vends un enfin, en tout cas, je me mets de l'autre côté, en tout cas, du vendeur, s'il a qu'un seul appartement. Parce que c'est intéressant, c'est que lui, il peut pas vraiment mettre dehors s'il a juste il vend tout un immeuble entier et il a un locataire, tout seul à l'intérieur. C'est Mmh, compliqué parce que si ça force la création d'une copropriété, c'est ça. Mais en tout cas, le locataire n'a pas de droit de préemption sur tout, effectivement. Il a que sur OK. le logement, qui le concerne lui, OK, donc on normalement. reprend où je t'ai interrompu. Donc tu Non, je expliquais t'en prie. qu'il avait le droit de préemption, ce locataire. Ouais, donc c'est un droit de priorité, le droit de préemption. Donc en fait, dans le congé qu'on va lui donner, on va lui indiquer le prix, les frais d'agence, et cetera, et on va lui dire: «Voilà, vous avez», et ça, c'est une des hypothèses dans lesquelles c'est plus intéressant de passer par un huissier parce que oui, ça va coûter de l'argent. On peut pas dire que je presse pour ma paroisse parce que de toute façon, j'appartiens plus à la profession, mais c'est des actes qui sont relativement compliqués à rédiger quand on rentre dans des précisions comme ça, et malgré tout, ce qu'il faut bien comprendre quand on est propriétaire, c'est que si on se trompe, enfin cet acte-là, il est pas anodin en fait, ou ce courrier qu'on va rédiger nous-mêmes, il est pas anodin. Ça fait que si on respecte pas le droit du locataire, plus tard, il va pouvoir venir contester potentiellement la vente et dire qu'on lui a pas indiqué dans les bonnes conditions son droit de préemption, le faire louer plus tard, donc remettre en cause la vente qu'on a pu faire à quelqu'un. Donc enfin, voilà, tu comprends, c'est vraiment pas anodin. Donc, plutôt que de bricoler quelque chose dans son coin pour s'éviter de payer un acte, une centaine d'euros, vaut mieux aller voir, l'huissier, le commissaire de justice. On lui donne toutes les infos et lui va se débrouiller, c'est sa responsabilité. Il n'est pas à l'abri de faire une erreur, mais s'il y en a une, au moins on sait sur qui on va se retourner. Il y a des assurances qui sont en mesure de fonctionner. Est-ce qu'il y a un délai entre ce moment-là pour qu'il puisse partir, ou est-ce que je décide de vendre, demain mon appart, il part sous les Non. 3 mois, ou est-ce qu'il y a des règles de délai? Alors d'abord, le délai de préavis du propriétaire vis-à-vis de son locataire est pas le même que l'inverse. C'est-à-dire que toi, propriétaire, tu dois respecter un préavis minimum, pardon, de 6 mois. Donc, et tu ne peux donner congé que pour la fin du bail. Tu peux pas donner congé, tu peux faire l'acte ou envoyer courrier à tout moment pendant le bail, mais ça ne sera effectif que pour la date de fin du contrat. Toi, propriétaire, tu es obligé d'aller au bout du contrat. Donc c'est 3 ans en location nue, quoi? Alors, c'est 3 ans, ça peut être plus, c'est 3 ans quand le bailleur, c'est une personne physique, donc monsieur, madame untel. Si c'est une personne morale, hors SCI de famille, c'est 6 ans. Parfois, on voit des baux qui ne respectent pas ça. Une SCI qui n'est pas entre mêmes membres de la famille, donc qui n'est pas une SCI familiale, elle n'est pas censée faire des baux de 3 ans OK, d'habitation. C'est 6 ans minimum, normalement. OK. Mais ça, c'est du côté, donc c'est pas en fonction du locataire, c'est en fonction, de qui on est. Ça, c'est la qualité du bailleur, effectivement, qui fait que tu peux octroyer, un bail de 3 ans ou pas. Mais alors, quand tu dis SCI familiale, c'est SARL familiale? SARL de famille? SARL de famille aussi potentiellement, SARL ou SCI familiale. Ouais. Donc OK. c'est qui est tu sais ce que enfin, bon, j'imagine que tu sais ce que c'est entre, qui ne compte parmi ses associés que des membres de la même famille. C'est jusqu'au 3e degré Mais par inclus. contre, si je suis en SCI non familiale, là, c'est bon. Quand je dis SCI non familiale, c'est-à-dire, pour des associés qui ont rien à voir, et qui sont pas de la même famille. Et beh, ton bail sera de 6 ans. Ah oui, donc en fait, quand tu fais des baux de location, attends, tu vois, alors là, tu m'apprends un truc de ouf. Tu veux dire que quand on est, en société, donc SCI, familiale, ou peu importe le ah oui, non, en SCI non familiale, là, tu es obligé de faire des baux de 6 ans. Bon, exactement. Toute société autre que SCI familiale, c'est 6 ans.
C'est-à-dire que dès lors que tu es en société, sauf si dans ta société, les associés ne sont que des membres de ta famille, tu es obligé de consentir des baux de 6 ans. En location nue. Oui, oui, on parle bien d'une location nue, Nue, effectivement. On parle ok. pas de location meublée, hein. Ouais, ouais. Et si jamais donc tu es en SCI, en famille ou en nom propre, là tu restes C'est sur 3 3 ans. ans. C'est ce Ok. qu'on retient tous et parce que par défaut, voilà. Ok, non mais intéressant. Et donc en tant que pour en revenir au congé, ce dont on parlait Ouais. initialement, on ne peut donner, nous propriétaires, congé que pour la date de fin du contrat. Donc si la fin de contrat, c'est dans 1 an ou dans 2 ans, on ne peut lui demander de partir qu'à ce moment-là. Et il y a un délai, j'imagine, avant cette Ouais, cette date butoir pour le c'est prévenir. ça. Donc le délai minimum, il est de 6 mois, en l'occurrence. Quel que soit pour le coup le motif, le délai est toujours le même. C'est Ok. 6 mois minimum. Sachant que 6 mois, c'est pas le délai qu'on a pour le faire. 6 mois, c'est que dans les derniers 6 mois, on ne peut plus le faire. Ok. Donc c'est avant 6 mois que je dois le Voilà. faire. Ouais. OK? Compris. Quand je suis bailleur. Ok. Donc là, ça y est, j'ai compris le cas où je veux revendre. Là, c'est bon. J'ai le droit. Il peut quand même racheter mon appartement s'il a envie de le racheter parce qu'il est C'est propriétaire. ça, c'est une option qu'il a formulée. Dans ces 6 derniers mois, justement, il a 2 mois pour former, son droit de Son souhait de préemption, racheter. pour te Ok. faire retour et te dire: «OK, je vais acheter». Et ce qu'il faut noter, pour pas entrer non plus dans trop de détails qui servent pas à grand chose, le truc important à noter, c'est que si on change les conditions de la vente, si on était parti pour vendre à 100 et que finalement on vend à 90 ou on vend à 110, il faut renotifier, donc refaire un courrier ou refaire un acte d'huissier au locataire pour l'informer du changement de conditions, en fait. C'est logique parce que sinon tu peux gonfler le prix et au final tu baisses moins cher. Donc c'est logique. Voilà, c'est ça. Donc normalement, tu es censé. Et ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que si on ne le fait pas, le locataire, il a 2 ans pour faire une action en justice derrière, pour demander réparation. Oui. Mais c'est logique. Enfin, moi, ça me paraît logique. Ok. Ouais, non, mais c'est cohérent. Non, mais le législateur fait pas que des trucs aberrants quand même. Ok, donc ça, c'est clair. Maintenant, troisième option. Donc là, j'ai compris, je veux revendre. Est-ce qu'il y a une autre option pour que je puisse, entre guillemets, me débarrasser de mon locataire? Je suis désolée si j'utilise un vocabulaire qui vous Non, choque, non, je t'en mais prie, au contraire, tu as peut-être envie, toi, d'y habiter ou peut-être que c'est un appartement que tu avais acheté en vue des études de tes enfants. Tes enfants sont en âge d'aller justement faire leurs études dans cette ville-là et du coup, tu veux le reprendre pour eux. La loi, elle prévoit ce cas. Toi, tu veux y habiter ou tes ascendants ou tes descendants, donc tes parents, grands-parents ou tes descendants ou ceux de ton conjoint. Là, pour le coup, la loi est bien faite parce que même si tu n'es pas nécessairement marié, si tu es pacsé, ça fonctionne aussi. Partenaire pacs ou ton époux, épouse, c'est possible. Et ok. ses ascendants et ses descendants à lui aussi. Même si c'est toi personnellement qui es propriétaire, tu peux Ok. le faire. Et donc dans ce cas-là, là encore, il y a un certain, formalisme avec des infos à mettre dans l'acte ou dans le courrier. Tu dois indiquer au locataire, pour qu'il ait toutes les infos et la possibilité de contester éventuellement et de vérifier, l'identité de la personne qui occupera les lieux après. Ok. Donc tu dois mettre que c'est pour toi, pour y vivre toi-même, ou que c'est pour ton fils ou ta fille. Les conditions pour lesquelles tu reprends, il va travailler, il va être étudiant et sa date de naissance. Ok, mais c'est Voilà. logique. Et donc ça C'est se co Oui, fait oui. pareil. Toujours, vaut mieux prendre un commissaire de justice pour faire ce genre d'acte, pour pas le faire de façon bancale. Oui, alors celui-ci, c'est un peu moins compliqué à rédiger parce que bon, il y a l'identité de la personne à mettre, mais encore une fois, on va dire que tout dépend de la sensibilité de chacun. Si l'administratif, c'est pas ton truc et si à la base, tu es plutôt un peu bancal sur ce genre de choses, faut pas s'embêter, il faut aller voir un huissier, on lui dit: «Voilà ce que je veux faire», il va nous demander les bonnes infos et il va rédiger le bon acte et Ouais. l'amener lui-même. Et l'avantage en plus, c'est que un recommandé, tu sais, tu vas le chercher ou tu vas pas le chercher. Si le locataire, il va pas le chercher, le délai ne commence pas à courir. Donc en plus, si tu es ric-rac au niveau des 6 mois à quelques jours près, tu vas voir l'huissier, il va le faire. Il va le faire et même s'il rencontre pas la personne le jour J, l'huissier, il laisse un avis de passage, mais légalement, c'est comme s'il avait rencontré la personne, c'est la même chose. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, ici, on est sur le podcast des investisseurs sereins. Donc, nous, c'est la sérénité. Donc, tu payes, même si c'est entre 100 et 200 Voilà, euros, ton huissier qui te fait les choses bien, t'achètes ta tranquillité. On est d'accord. c'est exactement ça. Ok, donc là, maintenant, c'est bon. On a 3 cas. Et pareil, j'imagine qu'il faut attendre l'anniversaire du bail, etc. pour faire ça. Tu peux pas, en plein milieu d'un bail, arrêter. Oui, ça c'est une règle absolue, quand tu es bailleur, tu ne peux donner congé, quel que soit le motif, que pour la fin du contrat. Est-ce qu'il y a encore une quatrième option, une quatrième condition qui permet ça? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, il y a effectivement le cas où tu as besoin de faire des travaux, mais des travaux conséquents dans le bien. Parce que, il en va de la pérennité de ton bien, en fait.
je sais pas, il y a eu un glissement de terrain, il y a une grosse inondation et tu as des réfections importantes à faire. Donc à ce moment-là, tu peux demander à ton locataire de partir pour faire les travaux nécessaires parce que finalement, il en va du bon entretien de ton bien. Donc tu as ce cas-là aussi. OK, donc en tout cas, j'ai tout compris. En fait, en résumé, si je peux faire un résumé un peu sur les raisons pour lesquelles on peut, entre guillemets, «mettre dehors» un locataire, c'est qu'en fait, il y en a pas des masses. C'est ça. C'est pas hyper facile déjà, en gros, si c'est pas à la date d'anniversaire du bail, tu oublies et deuxièmement, faut soit que tu vendes, soit que, tu aies quelqu'un de ta famille proche qui veuille, habiter dedans et qu'il faut que ce soit effectif parce que la personne pourra vérifier que c'est vraiment le cas, donc tu peux pas mentir là-dessus. C'est ça. Donc en gros, tu as pas 50 options, quoi. Et en plus de ça, j'imagine, même si tu rentrais dans ces cas-là, est-ce qu'il y a pas des exceptions, par exemple, pour les personnes âgées ou des cas où c'est encore plus compliqué? Alors, il y a des cas où c'est encore plus compliqué. Le cas de la personne âgée, c'en est un. Si ton locataire est âgé de plus, alors accrochez-vous bien, s'il est âgé de plus de 65 ans et que ses revenus sont au niveau, alors j'ai plus l'expression exacte en tête, mais concrètement qui peut prétendre à l'obtention d'un logement social. Donc c'est, concrètement, c'est au niveau du SMIC ou, un petit peu moins. Donc plus de 65 ans et ses revenus sont, en dessous de ce seuil-là, tu es obligé de lui proposer une solution de relogement. Quel que soit le motif pour lequel tu lui donnes congé. Peu importe, c'est uniquement vis-à-vis de sa situation à lui, tu dois lui proposer une solution de relogement. Identique. Donc tu dois te débrouiller pour trouver un logement qui rentre dans les mêmes critères que le tien, qui a les mêmes caractéristiques. Donc, en termes de situation, plus ou moins géographique, en termes d'accessibilité aussi, et cetera. Mais c'est super intéressant là, ce que tu es en train de dire, parce que ça me fait penser à un cas qu'on a eu dans notre deuxième immeuble, donc ça, on va Mmh. pouvoir en parler. Et par contre, il faut que ce soit le même loyer en plus. Tu peux pas lui dire, bah maintenant c'est beaucoup plus cher. C'est ça, il faut que ce soit effectivement les mêmes conditions financières. Alors après, c'est toujours pareil, c'est une obligation légale. Donc tu as la théorie, hein, ce que te dit la loi, puis tu as la pratique. Tu as une personne qui est en face, tu es toi-même une personne, tu vas discuter avec cette personne-là pour lui expliquer la situation et voir ce qu'elle recherche, ce dont elle a besoin et où elle a envie d'aller aussi peut-être. Mais voilà, théoriquement, selon la loi, tu dois lui formuler une proposition de relogement avec un logement précis en fait. Tu dois lui dire: «Voilà, je vous donne congé, je vous propose d'aller habiter à tel endroit pour tel montant». OK. Et évidemment, la personne, elle est libre d'accepter ou non, j'imagine? Voilà, tu dois lui proposer, tu dois lui former une proposition. Ah oui, mais donc tu peux quand même la forcer, dans le sens où si ta proposition est quand même intéressante et dans la même localisation, où on peut Elle refuse, mais elle doit partir quand même. oui, voilà, OK. OK, OK. Et il y a l'exception de l'exception qui est que, alors toujours dans la même hypothèse où ton locataire a plus de 65 ans et le niveau de ressources dont on a parlé, si toi-même tu as plus de 65 ans, tu es exonéré de cette obligation ou si toi-même, et là c'est pas «et», c'est «ou», tu as des ressources inférieures au seuil, donc d'attribution des logements sociaux. Et j'imagine du coup que c'est pour que toi-même tu y habites dedans? Exactement. Parce que c'est pas pour loger ton enfant, c'est parce que toi tu peux y loger dedans? Bah, la loi le prévoit pas pour le coup, mais oui, Oui, voilà, c'est que c'est pour toi-même. le sens de la loi, c'est ça, exactement. OK, donc j'ai très bien compris. Donc je comprends aussi mieux, pourquoi, de toute façon, quand tu veux vendre un immeuble, pourquoi en fait, même si tu vends l'immeuble, tu arrives pas à mettre tes locataires dehors parce que de toute façon, il faut que ça tombe tout pile par rapport à l'anniversaire du bail et puis tu vas pas attendre 3 ans si ça tombe mal, pour, demander, aux personnes de partir par rapport à ta vente. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immeubles avec, des Mmh. locataires à l'intérieur à vendre. OK, donc ça, c'est hyper logique. Je pense qu'on a fait le tour sur ce point-là. Maintenant, je veux bien qu'on attaque, la partie logement meublé, s'il y a des nuances à apporter dans le cadre du logement meublé. Alors il y a un autre cas où c'est intéressant, mais c'est hyper complexe, en restant sur le nu, c'est, l'hypothèse où tu achètes un bien qui est déjà loué et toi, le nouveau propriétaire, tu veux donner congé au locataire qui était en place. Parce qu'en fait, les conditions vont pas changer, il faut que tu veuilles vendre, il faut que tu veuilles occuper toi-même, et cetera. Par contre, ce qui va changer, c'est la date pour laquelle tu peux donner congé. Parce que c'était trop simple apparemment, donc ils sont venus rajouter une condition. Alors je sais pas, parce que pour le coup, c'est quand même assez complexe, à expliquer, sans le voir écrit. Tu as un endroit où tu as un fichier, téléchargeable ou, Oui, ce que je te propose, c'est qu'on peut mettre dans la description de l'épisode, pour les personnes qui sont vraiment intéressées, les liens vers, je sais pas, des articles ou des fichiers à télécharger qui sont spécifiques. Mais moi, je veux bien OK, qu'on tente sur le podcast, là, ça que ce soit marche. clair. Donc vas-y, tente.
Et au pire, je te le retraduis. Si c'est un peu compliqué, je le retraduis pour les auditeurs à Mais ma ce que je te façon. propose, c'est que pour que moi-même, je m'embrouille pas et que ce soit le plus clair possible, je me mets sur l'article et je vous lis ce qu'il dit en l'explicitant éventuellement. Ok, vas-y. En cas d'achat d'un bien occupé. Premier tiré, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de 3 ans après la date d'acquisition. Donc, tu achètes et le bail se termine dans plus de 3 ans. Donc, c'est forcément que le vendeur était une personne morale avec un bail de 6 ans. Alors, en pratique, ce sera ça. Mais en théorie, la durée de bail t'est donnée par la loi, les 3 ans qu'on retient tous, c'est une durée minimum. C'est-à-dire qu'initialement, rien ne t'empêche, si toi, propriétaire, tu le veux et que ton locataire est d'accord, de signer un bail de 10 ans. Oui, mais bon, c'est peu probable. La plupart du temps, Voilà, c'est des 3 ans. effectivement. Mais c'est possible. Mais oui, effectivement. Donc, si le bail est dans plus de 3, la fin du bail est dans plus de 3 ans par rapport à la date d'achat, Voilà. Le bailleur, donc l'acheteur, peut donner congé au locataire pour vendre le logement au terme du contrat en cours. Donc, si c'est plus de 3 ans, ce sera bien la fin du contrat. Là, ça ne change pas. ok. Donc là, ça change rien. Ok. Si c'est plus de 3 ans, ça ne change pas. Par contre, si c'est moins de 3 ans, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre qu'au terme de la première reconduction ou du premier renouvellement de contrat de location. Donc, ça veut dire que. Alors, parce qu'il y a deux options. Soit ça veut dire qu'en vrai, si jamais ça fait hyper longtemps et qu'il a déjà été renouvelé, c'est bon, ça compte pas. Ou est-ce que ça compte un renouvellement supplémentaire derrière? Il en faut un en plus. Ok. Donc, probablement, statistiquement, c'est des baux de 3 ans. Donc, si par exemple, ça finissait dans 1 an, bah, en fait, au lieu d'avoir dans 1 an, tu repasses sur 4 ans. Ok. C'est Exactement. logique. Ok. Ça va, c'est clair, non? Moi, je trouve ça super clair. C'est facile. Oui, oui, ok. Non, bah, tant mieux. Alors, Attends, c'est maintenant, peut-être pas finé, vas-y. lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de 2 ans après l'achat. Ok. Donc là, on était sur moins de 3 ans. Là, on passe sur moins de 2 ans maintenant. Le congé pour reprise, donc pour reprendre, pour y habiter, donné par le bailleur, ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat. Alors, attends, là, faut que tu me répètes parce que j'ai pas compris. En fait, concrètement, si tu achètes et il reste moins de 2 ans de bail, Ok. le congé pour reprendre pour habiter, donc là, on n'est plus dans l'hypothèse d'une vente, mais dans l'hypothèse d'une reprise pour habiter, Ok. ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat. Donc en fait, il faut que tu attendes plus de 2 ans pour avoir le droit de donner congé pour reprendre. Ah oui, donc si entre-temps, il y a un renouvellement qui se produit, t'es reparti pour 3 ans de plus. Voilà. Ok. Tu comprends pourquoi je voulais pas entrer trop dans le détail. Ouais, ouais, non, mais non, mais c'est quand même intéressant parce que, en gros, la conclusion de tout ça, hein, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le but, c'est de faire des choses à l'amiable. Et justement, je voulais parler justement de notre petite expérience sur le deuxième immeuble, comme ça, tu vas voir un peu pourquoi je dis ça. C'est que c'est vrai que l'enjeu d'un investisseur immobilier rentable, c'est que quand il achète son immeuble ou son bien, c'est qu'il emprunte l'enveloppe travaux en même temps pour pas avoir à débloquer la trésorerie 4 ans plus tard quand son locataire part enfin. Bien sûr. Et donc, ta problématique, c'est de vouloir faire les travaux pendant ton temps imparti où la banque, elle t'a prêté son enveloppe travaux. Et oui, et puis tes artisans sont sur Tu as place. envie de tout faire d'un coup. Et en fait, typiquement, c'est ce qu'on a fait sur notre deuxième immeuble, c'est qu'on s'était mis d'accord avec le propriétaire vendeur qu'on était OK qu'il nous reprenne 3 locataires. Parce que c'était. En plus, c'est marrant, hein, quand on l'a négocié, il était vide. Et on était OK pour qu'il reprenne 3 locataires. Parce qu'on savait que c'était des étudiants qui n'étaient pas. C'était pas compliqué, tu vois, entre Ouais, guillemets. Donc, il nous a repris trois étudiants. Mais en fait, c'était pas mal parce qu'à la fois pour les banques, quand tu achètes un immeuble où il y a déjà des baux en place, c'est un peu plus rassurant que un immeuble où tu dis je vais faire 3 ans de travaux dedans et il y aura pas de locataire à l'intérieur. Donc ça apportait un petit peu, on va dire, du beurre dans les épinards ouais. du dossier, mais c'était pas énorme. Et en même temps, ça nous a permis de mettre des locataires d'un côté de l'immeuble. Comme ça, on a fait dans un premier temps tous les travaux à l'arrière. Et en plus, ça allait, hein, les locataires, ils supportaient bien parce que les travailleurs, ils étaient sur les horaires des cours des étudiants. Donc les travailleurs qui bossaient, bah, ils faisaient du bruit pendant que les étudiants n'étaient pas là. Donc en fait, la cohabitation s'est plutôt très bien passée. Et en fait, quand on a terminé les travaux d'un côté de l'immeuble, ce qu'on a fait, c'est avec des tarifs avantageux, on leur a proposé de Ah, déménager c'est et de intelligent, passer bien d'un sûr. côté de l'immeuble vers de l'autre côté. On savait que de toute façon, ils n'allaient pas rester plus de 3 ans parce que les études qu'ils faisaient, c'était max 3 ans. Hmm. Et on l'a dit, bah, OK, vous repassez de l'autre côté. On s'était mis d'accord sur un tarif beaucoup plus faible que le prix du marché. Et en fait, ensuite, on a attaqué de l'autre côté Ouais, super. les travaux. Et en fait, on était dans les délais des banques. C'était top. À la fin, on a tout l'immeuble
qui est refait à neuf. Donc, on n'a pas notre problématique de trésorerie si jamais tu peux pas tout refaire et c'est pénible parce que tu as tous les travailleurs sur place. Ouais, En plus, les canalisations et tout, t'aimes bien côté tout le côté qu'ils puissent percer les trous de haut oui, bien en sûr. bas. Ouais. Et en même temps, on avait, entre guillemets, du cash flow qui rentrait parce qu'on était en différé total. Mais ça, c'est quand même un gros avantage, ouais. Quand tu as des logements loués pendant le différé, tu commences déjà à engranger la trésor pendant les travaux. Bah, c'est ça. Voilà, ça, c'était ce qu'on avait fait pour le deuxième immeuble. Après, là, je t'avoue que pour le troisième, on était bien content que ce soit vide parce que ça fait une problématique de moins à gérer. Et puis, je pense que les travaux sont quand même moins rapides quand tu fais ce système-là. Parce que, voilà, il y a le petit temps de te faire bouger les engins de l'autre Ouais. côté, etc. Enfin, je pense que ça aide pas à la rapidité des travaux. Mais qu'est-ce que toi, t'en penses par rapport à trouver des terrains d'entente à l'amiable avec les locataires en place? Ça, si jamais je peux le faire facilement, si je me mets d'accord avec quelqu'un à l'oral. Alors, non. Alors, pas à l'oral. Tu vas te mettre d'accord dans un premier temps à l'oral, Oui, voilà. oui, Et c'est ça par que je veux contre, dire. Et après, il faut signer quelque chose, bien ouais, sûr. il faut le formaliser par un écrit, ouais, bien sûr. Oui, oui. Non, non, complètement. Bah, en fait, le bail, ça reste un contrat. Donc, comme tout contrat, tu peux faire des avenants, des modifications, et puis rien ne t'empêche, si les deux parties sont d'accord, de convenir que bah, finalement, il n'y aura pas de préavis de respecter, que tout le monde est d'accord pour que la personne s'en aille dans une semaine. Si les deux sont d'accord et que ça pose de problème à aucun, bah, on complète ce qu'on appelle un avenant, un modificatif, une résiliation de contrat. Et puis c'est parti. Donc toi, dans ton cas, vous aviez signé peut-être un nouveau bail ou un avenant au bail pour dire bah, il occupera plus l'appartement 8, mais l'appartement 3. Oui, exactement, c'est ça. Et on a même signé un nouveau bail. On avait même signé un nouveau bail, tout simplement. Enfin, on avait refait un Et deuxième tu bail. refais un contrat sur un autre logement, comme ça au moins tout est carré. Et Ouais. voilà. Mais non, non, oui, complètement. Bah, l'amiable, le tout, c'est que ce soit en bonne intelligence et qu'il n'y ait pas à un moment donné quelque chose qui a un petit grain qui vienne se mettre dans les rouages avec de la rancœur ou autre. Voilà, faut pas qu'il y ait de passif entre les parties parce que sinon, si le passif est compliqué, c'est un peu compliqué. Mais autrement, c'est évidemment tout à fait possible. Et c'est toujours ce qu'on peut préconiser quand on voit les conditions dans lesquelles on peut donner congé quand on est propriétaire. Je veux dire, il faut, voilà. Parce qu'en fait, je peux pas mettre. Parce que c'est bien ce que t'expliquais, c'est qu'on peut pas mettre dehors quelqu'un juste pour rafraîchir un appartement. En fait, il faut qu'il y ait des problèmes de structure, etc. Enfin, que ce soit. Donc il y a deux solutions. Soit tu vas faire une partie des travaux, et moi je l'ai fait, tu vois, par exemple, il y a les huisseries à changer. Bah, les locataires qui étaient en place, ils sont passés d'un simple vitrage bois tout pourri à des doubles vitrages dernière top qualité, dernière génération, et ils sont restés avec les mêmes conditions de loyer, etc. Donc ils ont eu les ouvriers quelques jours dans les appartes. C'était plus compliqué, bah, comme toi ça l'a été, parce qu'il fallait naviguer d'un appart à l'autre. Moi, du coup, il fallait que les menuisiers prennent rendez-vous avec les locataires selon leur dispo, etc., pour les 3 appartements qui étaient occupés. Mais ça se fait. Et pour certains postes, j'ai pu le faire comme ça, tu vois. Ah, ça me fait penser à une autre question aussi que je trouve intéressante. C'est la réévaluation des loyers. L'indexation, ouais. Ouais, c'est-à-dire que, en effet, il y a l'indexation avec l'indice IRL qui est Mm, facile et tous les ans tu mets à jour. Mais mm. si tu récupères un bail et que il n'y avait jamais eu la réévaluation, est-ce que tu peux rétroactivement réévaluer tout ce bazar? Ou est-ce que ça c'est illégal? En fait, tu ne peux pas le faire rétroactivement dans le sens où tu peux pas te dire ça n'a pas été, les loyers réindexés n'ont pas été demandés pendant 5 ans. Je vais demander au locataire de me payer les 5 années de réindexation qu'il n'a pas payé. Ah oui, Ça, tu peux pas le faire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est effectivement, tu vas repartir de l'indice initial, prendre l'indice le jour où toi tu achètes et calculer le delta entre les deux, et c'est bien celui-là qui va s'appliquer. Donc, s'il n'y a pas eu de réindexation depuis 5 ans ou 10 ans, tu vas percevoir le même loyer, la même indexation que si les indexations avant avaient été faites. Donc, la différence, elle est pour le locataire, en fait, qui va des fois se retrouver avec bah, peut-être 100 euros en plus de loyer à payer, tu vois, mais ou ça c'est parfaitement 90. légal. Ah, ça, c'est parfaitement légal. Le tout, c'est que l'indexation, elle a été prévue dans le contrat initial. Ok, donc en fait, de toute façon, quand tu achètes un immeuble, tu demandes les baux en cours, évidemment, et tu les lis et tu regardes ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. Évidemment. Ok, donc ça, c'est super intéressant. Donc en fait, ça se trouve, si ça fait 20 ans que ça n'a pas été réévalué, je peux légalement appliquer l'indice IRL pour réévaluer Complètement. les loyers. Super intéressant. Ok, et ouais, ça paraît logique. Et donc, et même si moi, en tant que propriétaire, j'avais un esprit sympa, parce que souvent au début, quand on commence à investir, on est en mode oui, mais moi, je fais pas les réévaluations, je laisse le même. Mm. Enfin, c'est un truc classique, en tout cas, je sais pas si c'est ton cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas les réévaluations par gêne, par je sais pas quoi, par soi-disant éthique personnelle, nanana. Bon, bref, peu importe Non, ces moi, je le raisons. fais. Bah, nous aussi, mais en fait, une fois que tu as un peu d'expérience, tu sais que tu le fais parce qu'en fait, voilà, l'expérience fait que tu le fais, mais au début, je sais que quand tu débutes, en général, tu le fais pas.
Et Ouais. tu te dis, ouais, je vais être sympa, nanan, machin. Parce que c'est le débutant, normal. Mais si tu changes d'avis après coup, il faut bien, on est d'accord, repartir de là où tu as commencé à ne pas réévaluer pour faire la différence de l'indice IRL pour faire la différence. Tu peux rattraper, Oui, entre guillemets, le retard. Tu peux pas redemander de payer les choses tu peux qu'il n'a pas demander sur payées. 1 an, en fait. Tu as le Ah, droit tu de peux quand même. remonter à 1 an en arrière. Ça se prescrit par 1 an. Alors la prescription, c'est une sorte de péremption, voilà, donc tu peux remonter 1 an en arrière. C'est-à-dire tu peux te réveiller au mois de novembre et dire, «J'ai pas réindexé mon loyer, l'année dernière». Alors attends, j'ai pas compris. Là, tu m'as perdu. J'ai pas compris la différence maintenant. Par rapport à tout à l'heure, parce que si, genre, par exemple, j'ai pas fait ça pendant 5 ans. Mais tu peux pas réclamer les 5 années qui ont raté. Par contre, tu peux réclamer la dernière année. Ok, je peux augmenter le loyer avec la différence d'IRL de 5 ans, mais je peux que récupérer la différence Exactement, d'augmentation de un c'est an ça. auparavant. Et du coup, il doit payer une sorte de dette de défaut de truc, plus maintenant ton loyer est correctement indexé, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est génial. À mon avis, alors ça va passionner les gens qui nous écoutent parce que c'est super intéressant de savoir ça, ouais. Ah ouais, trop contente, toi, tu vois, parce que ça, c'était des détails que, tu vois, que je maîtrisais pas. Ouais, ouais, mais c'est des trucs un peu pointus et précis. Et après, comme tu dis, souvent, quand on gère les trucs nous-mêmes, ça, pour le coup, c'est un des avantages de passer par une agence. L'agence, elle va t'indexer le loyer chaque année à la date Mm. anniversaire. Elle va envoyer le courrier qui va bien au locataire. Ouais, ils ont des logiciels de gestion qui font ça en automatique, ils se posent pas de questions, Exactement. c'est tellement plus simple. C'est ça. Après, en soi, calculer une réindexation d'un loyer, c'est un produit en croix, hein, donc c'est Ouais, quand ouais. même très, très simple. C'est pas compliqué. Mais des On est fois, on a la d'accord. barrière psychologique de. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est vraiment super clair. Donc, je pense que, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de la partie là et après, on va partir sur la partie croustillante des loyers impayés? On peut partir sur l'impayé et l'expulsion, ouais, ouais, ouais. Parce que là, je pense on a fait un beau tour, en tout cas, en tout cas, les gens, ils ont compris que l'idéal, c'est quand même l'amiable, parce que concrètement, la marge de manœuvre, elle n'est pas énorme, je trouve. Donc, en gros, mais en même temps, c'est Ben, tant mieux pour les gens, parce que ça me paraît logique aussi qu'on ne puisse pas les mettre dehors en facilement. fait, Donc, voilà, il y a une certaine logique. C'est comme on va le voir avec l'expulsion, on est dans un système hyper protecteur pour les locataires. Donc, les cas sont très restreints et les délais sont toujours relativement longs à respecter. Voilà. ouais, ouais, mais en tout cas, ça veut quand même dire que tu peux jamais mettre dehors quelqu'un pour X raison si t'as pas la bonne raison de problème de structure, loger quelqu'un de proche ou tu veux vendre ton bien. Bah si t'as pas ces trois cas-là, bah tu C'est peux ça. jamais mettre quelqu'un dehors, quoi. Mais typiquement, si tu veux, toi, réhabiter dans ton bien à échéance relativement rapide, bah là, tu vas négocier avec la personne. Et si la personne en face est pas trop bête, tu lui dis, ben voilà, je vous donne. De toute façon, même si elle met 6 mois à se reloger, s'il te reste encore 2 ans ou 3 ans de contrat, tu gagnes quand même du temps à lui laisser le temps de chercher. Oui, ben voilà, cherchez-vous quelque chose, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien? Moi, je veux me réinstaller le plus vite possible chez moi dans l'appartement. Donc à ce moment-là, avant même d'aller envoyer le congé, on prend contact avec son locataire et on lui explique notre situation. Et voilà, je veux dire, il n'a pas non plus d'intérêt personnel, à part si le logement en question a je sais pas, des caractéristiques incroyables d'emplacement, de vue ou quoi. Mais bon, sinon, il va retrouver autre chose, quoi. Mais est-ce que, alors attends, ouais, je vais te poser encore une petite question un peu peut-être borderline, je sais pas, mais imagine, je vois mon locataire, je lui dis, écoute, j'ai vraiment besoin que tu partes, là je vais faire des travaux dans mon immeuble, ça m'arrangerait vraiment, vraiment. Hmm. Ce que je te propose, c'est par exemple, je te paye 2 000 € pour que ça te paye ton déménagement. Et tiens, regarde, j'ai retrouvé un logement de l'autre côté de la rue qui est pas mal. Je connais le propriétaire, tu peux retrouver à tant de loyer que c'est équivalent. Hmm. Et je te mets voilà, une prime de 2 000 € pour te remercier de ton départ. Ça, on se met d'accord déjà dans un premier temps à l'oral. Enfin, c'est une négociation à l'oral. Mais comment je formalise ça, tu vois? Si on se met d'accord sur ce genre de choses, comment je peux faire pour formaliser les choses avec lui? Parce que toi, en tant que... Voilà. D'abord, effectivement, c'est possible. En fait, tu vas rédiger un document. Tu peux aussi aller voir un huissier qui va te le faire, hein. C'est une rédaction c'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé. Donc, c'est pas un acte officiel, mais ça va rester, c'est un engagement réciproque. Donc, tu vas écrire un document sur lequel, toi, Dorine, tu t'engages, si la personne s'en va à telle date, il faut convenir d'une date ou d'un délai pour partir. S'il s'en va dans tel délai, à lui verser la somme de 2 000 € qui va lui permettre de payer ses frais de déménagement, éventuellement d'autres choses que vous aurez prévues ensemble. Et lui s'engage, lui ou elle, ton locataire, s'engage à partir et renonce, du coup, au bénéfice de son bail et valide bien la résiliation du bail, en fait. Et vous validez tous les deux dans ce document-là que le contrat qui a été signé à telle date entre vous-mêmes
et résilier de façon collatérale avec l'accord de chacune des parties. Très bien. Bon, donc évidemment, moi, comme je suis une investisseuse sereine, je demanderai à un Tu vas voir un professionnel. Donc, huissier, le notaire, l'avocat. un notaire peut le faire, un avocat, un commissaire de justice, peu importe, mais il faut quelqu'un qui m'aide à rédiger un papier où je me sente en C'est sécurité ça. une fois qu'on s'est mis d'accord. L'idée, c'est de donner toutes les Ce serait conditions. bête de lui verser 2 000 € et puis qu'après, il Et parte voilà, jamais. c'est ça. Là, t'es un peu dégoûté. On est d'accord. Ok, mais je pense qu'on a fait un beau tour. Franchement, là, c'est limite une micro-formation spéciale. Donc, vraiment, Avec merci. Et plaisir. là, maintenant, on va attaquer la partie un peu plus touchy de la peur des gens, parce Mmh. que je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de l'impayé, mais c'est horrible. Moi, je veux bien un petit peu que tu me dises, alors, comment on va structurer les choses. On va se mettre dans un scénario très classique, ok. J'en sais rien, on va dire, alors déjà, on va en parler déjà des dossiers. J'ai eu une super impression, machin, etc. J'ai fait rentrer un locataire qui m'avait l'air très sympa. Les 3 premiers mois, il était gentil, il me payait mon loyer, entre Mmh. guillemets. À partir du 4e mois, c'est bizarre. Il a commencé à me contacter en me disant qu'il allait avoir un peu de retard. Et puis 5e mois, il m'a dit non, qu'il pouvait que payer la moitié. Et puis bon, les histoires commencent, tu vois, Ouais, le truc je se vois. met en route. Tu vois un peu. En général, je pense que c'est pas forcément toujours abrupt. Des fois, c'est avec de l'empathie, avec un peu c'est amené, on va dire, d'un point de vue. En tout cas, que les gens, ils essayent de. Enfin, je sais pas si c'est des fois Moi, empathique j'ai ou. rarement vu ça, hein. De façon plus générale, ça paye pas et puis voilà, hein, le plus Ok, ça fréquent va des cas, vite. c'est voilà, ça ils payent pas. Il y en a même qui ont fait des faux documents, pour entrer, dans les lieux, où le propriétaire a pas été nécessairement, très regardant, on va dire, sur les documents qu'il a Ouais. demandés, parce qu'il y a ça aussi, hein. Négligence, Mais ça, voilà. ça, il faut vraiment que je le dise. Vraiment, vraiment, je le dis dans le podcast parce que je trouve ça super méga important. C'est que de faire des faux documents aujourd'hui, en 2024, c'est d'une facilité Ah oui, complètement, affligeante. ouais. Enfin, je préfère le dire. Et que nous, clairement, on a détecté plusieurs fois, déjà dans les dossiers, des faux bulletins Ouais. de salaire, enfin des faux trucs, des trucs pas cohérents. Soyez hyper précautionneux. N'appelez pas forcément les numéros qui sont sur les fiches de salaire, parce que ça peut être des faux numéros qui sont bien pensés, etc. Appelez directement l'entreprise. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais déjà donner comme petit conseil aux auditeurs pour déjà ne pas se faire avoir en amont, parce que vaut mieux Ouais, c'est prévenir vrai que qu'il y en a qui sont guérir. très, très bons. Bah, déjà, il y a le facteur humain. C'est-à-dire qu'avant même de regarder les documents, mais bon, ça, on l'a pas nécessairement tous, puis on n'est pas tous très à l'aise avec ça. Mais des fois, on peut sentir que des gens sont un peu limites ou qu'ils ont un comportement un peu particulier. C'est bien de leur parler du logement qu'ils occupent actuellement. Comment ça se passe avec leur propriétaire, pourquoi ils déménagent, etc. En parlant naturellement, hein, finalement, pourquoi ils cherchent un nouveau logement, etc. Si on voit qu'ils sont très pressés de rentrer, pourquoi ils sont très pressés, etc. Donc il y a vraiment l'aspect humain. Et moi, mon positionnement à ce moment-là, c'est que dans le doute, il y a pas de doute. S'il y a le moindre doute avec les personnes, bah, on leur loue pas, tout simplement. Je veux dire, c'est un droit de consentir un bail ou pas sur un appartement. Donc il vaut mieux avoir un appartement ou une maison qui est vide pendant 1 mois de plus et mettre un locataire sérieux en place, plutôt que de mettre quelqu'un qui va ne pas payer, parce que là, pour le coup, on va s'enfermer dans une situation qui risque de durer bien plus longtemps. Putain, mais j'ai une anecdote parce que ça, j'avais trouvé ça dingue. Parce que nous, on en a beaucoup des dossiers qui passent, vu Ouais. qu'on a une trentaine de locataires, ça tourne, quoi. Et il y avait une nana qui cherchait un logement pour sa fille. Mais du coup, est-ce que votre fille, elle a pas envie de visiter le logement? Non, c'est bon, elle a pas besoin de le visiter. Et puis, en fait, et puis elle fait des études où? Bah, elle fait des études à Nancy. Mais oui, mais du coup, elle va faire des. Et en fait, tu sais, tu t'embourbes dans ton truc et tu te dis, mais c'est Oui. pas normal. Et en fait, à un moment donné, donc, au final, nous, on a dit à notre gestionnaire, attends, on le sent pas ton truc, ça a ni queue ni tête. Je veux dire, prendre un logement pour sa fille, qui visite pas le logement, mais qui, enfin, en fait, ça tenait pas la route l'histoire, quoi. Pourtant, les fiches de salaire étaient bien, machin, nan, nan. En tout cas, visuellement, il Ouais. y avait pas l'air d'avoir de problème. Et la dame présentait très bien. En vrai, tu peux très très bien Ah oui, présenter. c'est pas du tout un positionnement physique, ou c'est Ouais, plus voilà dans ce qui est dit en fait. c'est ça, dans la cohérence, quoi. Et en fait, c'était trop excellent parce que donc on a refusé le dossier et apparemment, elle a piqué une crise au téléphone. Oui, mais machin, vous discriminez, c'est pas normal. Nan, nan. Et puis je me suis dit waouh. Alors déjà, donc ça c'était notre gestionnaire qui a Ouais, géré. Mais tu te dis déjà la dame, heureusement qu'on l'a pas pris, c'est ça. tu vois? Parce qu'en fait, tu te rends compte après coup, au moment où tu refuses le dossier, que la personne elle pète déjà un plomb. Bah en fait, tu dis waouh. Tu vois. Et en fait, des comme ça, on en évite. Je dis pas tous les mois, mais il y en a régulièrement des dossiers foireux. Enfin voilà, je le dis, ouais, à l'audience parce que je trouve ça important de prévenir. Ouais, t'as des trucs, et puis t'en as qui font pas, qui remettent pas nécessairement des faux, mais tu vois, si ça traîne un peu pour remettre les quittances de loyer, faut toujours demander une quittance de loyer. Ou alors, non, mais je suis hébergé Ouais. gratuitement.
Ah d'accord. Par qui? Alors c'est possible, hein, mais bon déjà en fonction Ouais. de l'âge de la personne, c'est plus ou moins plausible. Comment ça se fait? Pourquoi vous étiez bon, une attestation sur l'honneur de la personne, puis c'est qui vis-à-vis de vous? Et puis, bah, donnez-moi ses coordonnées simplement pour que je m'entretienne avec elle et que je discute. Bon, bah, voilà, mais des fois on voit enfin, l malgré tout, ce qu'il y a de bien, c'est que le fait d'être vigilant, plus en plus et d'aller creuser, déjà les gens, ils commencent à se dire: bon lui ça va peut-être être plus difficile de la lui faire à l'envers, tu vois? Donc ils vont déjà, d'eux-mêmes peut-être, moins aller plus loin et moins chercher à t'embrouiller, en fait. Donc souvent, moi je Ouais, vois, ouais. ça m'est arrivé deux trois fois et encore il y a pas très longtemps, des jeunes étudiants, tu vois? Où effectivement c'est en creusant un petit peu, des étudiants de Madagascar qui pour le coup présentaient bien, c'était plutôt sympa à la visite, voilà. Au moment d'envoyer les documents, les garanties ou quoi, je dis: «OK, mais par contre c'est un appel de loyer là que vous m'avez envoyé, c'est pas une quittance». Donc moi, il me faut les quittances, puis je vous en ai pas demandé qu'une, je vous en ai demandé 3. Il me faut les 3 derniers mois. Parce qu'il m'avait envoyé l'appel de loyer du mois d'octobre, tu vois? Et c'était il y a 15 jours. Et puis 1 heure après, j'ai reçu un message pour me dire: «Non, mais finalement, on en a rediscuté, on n'est pas intéressé». Donc tu dis: «Bon, il y a un défaut de paiement, il y a un truc». Bah ouais. Ah, mais en plus, c'est marrant parce que, en fait, le dossier de la dame, moi, je m'en rappelle, on l'avait même pas refusé. On avait juste demandé des documents complémentaires. Souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en fait, la personne s'énerve parce qu'on lui demande des documents complémentaires. Et là, tu te dis, bah, ok, donc si t'as pas des documents complémentaires, c'est que tu les as pas, en fait, tu vois. Non, non, mais c'est ça. Donc voilà, il y a une grosse vigilance à avoir par rapport à ça, puis regarder les attitudes effectivement de la personne. Et puis des fois, il y a une chose, même les gens qui ne font pas de faux, regardez en pied de page des fiches de paye s'il y a parfois des prélèvements sur salaire, des saisies sur salaire. Parce que une saisie des rémunérations, une saisie sur salaire, ça apparaît. L'employeur doit le faire parce que l'employeur fait la retenue à la source, verse ensuite au tribunal qui ira payer le créancier. Pas expliquer toute la procédure, mais ça permet de voir déjà s'il y a des difficultés ou si on a un petit doute, s'il y a quelque chose. Parce que ça veut dire que même si la personne, elle gagne, je sais pas, 2 500 €, s'il y a 600 ou 700 € qui partent en saisie, bah, les revenus à prendre en compte sont pas les mêmes. Et puis ça en dit long aussi sur peut-être des difficultés qu'elle peut avoir ailleurs et donc des comportements qu'elle peut avoir ou voilà. Même si un comportement normal, la dernière des choses qu'on ne paye pas, c'est son loyer, parce que le plus important malgré tout pour, la plupart des gens, c'est d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Il y en a pour qui c'est pas un problème de pas payer le loyer. Moi, j'ai vu des gens, pour être resté en fonction 6 ans, j'ai vu des gens que j'ai expulsés pour lesquels j'ai eu des dossiers d'expulsion 3 fois. Parce qu'en fait, ils recommençaient le même process. Ils restaient, Et donc, il te ouais, voyait, 1 an, bonjour, ouais, ouais, monsieur. c'est ça: «Ah, maître Bon. Virondeau, ça va?» Voilà. Et puis ils C'est sont ça. cool, mais pas nécessairement vis-à-vis de moi, ils étaient pas c'était pas des gens virulents, tu vois? Mais pour eux, c'était normal, en fait. Ils vivaient sans payer leur loyer. Quand tu sonnais, c'est, ah, bah, c'est l'heure de C'est ça, mais déménager. c'était jamais de leur faute. C'était la faute du propriétaire parce que le logement était dégueulasse, à moitié insalubre, et cetera. Voilà. Donc en fait, eux, ils allaient après c'est pareil, tu as plus ou moins toujours les locataires que tu mérites. Tu peux te faire avoir, il y a pas de voilà, il y a pas de problème. Mais plus tu es négligent sur l'appartement que tu mets en location, moins il est nickel, en bon état, et cetera. Et moins toi-même tu es un propriétaire à faire les choses dans les clous. Et plus tu attires ce genre de profil. C'est normal, c'est cohérent finalement. Ouais, ouais. Et même nous, on a des apparts nickel et on peut attirer ce genre de profil. Donc, tu vois. Oui, ça peut arriver, voilà, à la marge, mais statistiquement, ça t'arrive moins souvent quand tu as ce profil-là que, par exemple, le papy qui a pas fait ses travaux depuis 20 ou 30 ans, qui loue des trucs un peu borderline, tu vois. Là, il y a plus de gens, mais c'est logique aussi, qui sont comme ça. Est-ce que tu as des statistiques à nous partager? Peut-être que je te mets un petit peu pour se rendre compte la probabilité vraiment effective du nombre de loyers impayés à l'échelle nationale. Parce que je sais que en fait, moi, pourquoi je te demande ça, c'est que moi, ce que je sais, c'est que les assurances loyers impayés, c'est pas très cher. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça pas très cher. Et donc, en fait, le fait que ce soit pas très cher, je pars du principe que le risque, il est faible parce que sinon, statistiquement, l'assurance serait plus Oui. élevée, tu vois. Donc, si tu es vraiment stressé, pourquoi pas prendre une Non, assurance mais loyer carrément, impayé? hein. Nous, en l'occurrence, on n'en a pas parce que nous, on a tellement de locataires qu'on n'est pas stressé s'il y a un loyer impayé. Alors, j'ai pas la stat. Je sais qu'elle existe parce Ouais. que bah, il y a des stats qui sont tenues. J'avais repartagé un truc sur les réseaux sociaux il y a peut-être 6 mois. Justement sur un pourcentage de défaut de paiement des loyers, par rapport à la globalité des locataires, mais je l'ai plus du tout en tête, donc je te dirais une bêtise. Mais je sais que ça existe ou que c'est publié de temps en temps. Et après oui, la GLI c'est bien, puis il y a la garantie Visale aussi qui fait que même un locataire qui alors encore faut-il qu'il rentre dans les critères de la Visale, mais bah, c'est une sécurité parce que c'est quand même l'État qui est garant de ton locataire. Ça n'empêche que tu auras un locataire qui ne paye pas, chez toi, mais au moins, tu as une bonne garantie qui va te payer les loyers et c'est l'État qui prendra, en charge ensuite, le fait d'aller recouvrer les loyers auprès de cette personne.
Et la garantie visale, il me semble que tu peux aller vérifier sur le site que c'est bien effectif, et cetera. Et d'ailleurs, chose aussi importante, de vérifier l'identité de son locataire avec sa vraie pièce d'identité au moment de la visite. Je sais pas si ça, on en a pas parlé. Oui, effectivement. Nous, c'est ce qu'on fait. Parce que tu vois, tu peux très bien dire que tu t'appelles un tel, mais si tu fais pas gaffe à la photo et que t'as pas vu l'original de la pièce d'identité, bah en fait, tu usurpes vite une identité. Enfin voilà, bah, je suis un peu parano, mais nous, on le Ouais, fait. tu peux contrôler les trucs, effectivement. Bon, j'ai jamais eu de doute là-dessus, donc j'ai jamais fait, mais Nous, on demande toujours à l'état des lieux d'entrée la carte d'identité. On la prend en photo avec le téléphone, on vérifie la tête de la personne et tout. On se dit, ça coûte pas grand-chose de le faire, mais au moins, on a checké, tu vois. On faites les a... choses bien. Ouais. Après, moi, j'ai une bonne partie qui est gérée par une agence, donc cela, je m'en occupe pas, mais la partie que je gère en direct, ouais, j'essaie d'être vigilant, mais j'ai jamais eu de doute. C'est vrai que je regarde les photos. Si j'avais eu un doute sur la photo, j'aurais demandé effectivement le comparatif. Mais Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais c'est important. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont naïfs et qui font pas trop gaffe. Et puis après, ils s'étonnent qu'il y a des problèmes. Et c'est je ça. trouve que vaut mieux être rationnel et rester, entre guillemets, la tête froide. Oui, les gens peuvent être sympas, mais tu fais quand même ton double check, tu vois. Je sais plus c'est quoi, il y a une expression qui dit la confiance n'empêche pas le contrôle. Exactement. Et c'était bien dit, c'est ça. Et puis en plus, la personne en face qui a rien à se reprocher, elle verra pas de problème à ce qu'on lui demande tout ça. Elle va Bah ouais, comprendre quelque part, parce que si elle-même elle était à notre place, sans doute qu'elle le ferait. Il y a que les gens qui ont ouais, quelque chose à se reprocher qui vont monter dans les tours et mal le prendre. exactement. Alors maintenant, imagine, ok, j'ai fait une gaffe. Voilà, j'ai pas vu venir le truc. J'ai pris un locataire, ça se passait bien au début, et d'un seul coup, il paye plus son loyer. Maintenant, déjà, je me dis, ok, je vais aller voir un Mm. huissier, un commissaire de justice. Enfin, je me dis, c'est ça la première personne à laquelle j'aurais pensé contacter, ce serait ça. Et tu penses bien. J'aimerais juste savoir combien de temps statistiquement j'aurais pas de loyer si j'ai pas pris d'assurance de loyer impayé. Alors là, c'est pareil. Bon, des statistiques, là pour le coup, il y en a pas, c'est sûr. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que la procédure d'expulsion, elle va durer 1 an et demi. Parfois, c'est 2 ans si vraiment on Ok, n'a pas de chance. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque étape de la procédure, l'huissier de justice, il va insister auprès de la personne pour que, enfin, la plupart, hein, encore une fois, c'est un humain, donc on ne travaille pas tous de la même façon, mais la plupart vont insister sur le fait que la solution la plus simple pour tout le monde, c'est que la personne s'en aille d'elle-même. Donc là, ça va vraiment dépendre de la personnalité du locataire. Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui va tirer jusqu'au bout du bout? Typiquement, les profils dont je t'ai parlé tout à l'heure, où je les ai retrouvés 3 fois en 6 ans, eux, ils savaient à quel moment, jusqu'où ils étaient tranquilles et à quel moment ils étaient obligés de partir pour pas être vraiment embêtés. Parce que malgré tout, il y en a pour qui la visite de l'huissier, c'est pas embêtant, hein. Tant que c'est que m'amener un acte, mais c'est pas m'expulser et changer la serrure, pas de problème, tu vois. Donc, le plus long, c'est ça, mais il arrive aussi régulièrement qu'au bout de 3, 6 mois, les gens s'en aillent. C'est vraiment, ça va dépendre du profil, ça va dépendre du profil. en gros, j'aurais dire de la sensibilité à la peur par rapport à la justice du locataire qui paye pas, quoi. Parce que si c'est un grand stressé, il va se dire non, mais il faut que je parte ou il faut que je trouve une solution. Ou si c'est un habitué, il va peut-être. Exactement, du profil de la personne. Tu as la personne qui a un accident de la vie, qui momentanément a des difficultés et qui ne peut pas payer. Mais c'est celle-ci qui va appeler le propriétaire pour lui dire: «J'ai des problèmes, je pourrais pas vous payer» ou «J'essaye de vous payer un bout par-ci, un bout par-là, quand je peux». Voilà, ça c'est une minorité. Il y a les autres qui vont dire: «Bah, de toute façon, je peux pas payer, donc qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas pas venir me chercher, voilà, je sais que je suis pas saisissable», enfin le genre de discours, qu'on a entendu, plein de fois. De toute façon, il y a rien à saisir, de toute façon, je gagne rien et voilà, donc je partirai, quand je voudrais partir et sur cela, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais attends, mais en fait, mais là, tu m'as quand même assez choquée parce que tu veux dire que quelqu'un qui est vraiment malin, il peut rester encore 2 ans dans mon logement? Il peut rester en fonction des endroits. 2 ans, c'est pour les tribunaux, qui sont bien engorgés et où c'est compliqué d'avoir des dates d'audience. Sur la plupart des régions, en province, ça peut aller jusqu'à 18 mois. Après, ça dépend, tu sais, il y a une période qui s'appelle la trêve hivernale aussi, qui va de début Ok. novembre au 31 mars, donc qui s'ouvre le 1er novembre, enfin le 31 octobre au soir et qui se termine le 31 mars, pendant lequel tu ne peux pas expulser la personne. Mais alors la procédure, du coup, ça va dépendre à quel stade elle en est. Parce que tu peux faire toute ta procédure et c'est vraiment qu'au moment de l'expulsion que la trêve hivernale, elle joue. C'est-à-dire que pendant la trêve hivernale, tu peux très bien assigner la personne devant le tribunal. Tu peux demander la résiliation du bail. Voilà, les premières étapes de procédure, tu peux les faire. Tu peux avancer, en fait. Il y a vraiment que si à l'instant T, tu te retrouves à ah, enfin, j'ai le droit d'expulser le locataire, j'ai la décision de justice
j'ai la force publique, et cetera, parce que c'est pas l'huissier qui expulse la personne, il faut qu'il soit accompagné de la force publique, police ou gendarmerie. Et quand il y a tout ça, parce qu'il faut passer par le préfet pour l'obtenir, quand il y a tout ça, là, je peux expulser. Et si ça tombe début novembre, t'es marron pendant 5 mois. Et là, tu as vraiment pas de chance. Donc là, pour le coup, ça va aller sur 18 mois. Si tu es dans les clous et que la procédure se déroule bien et que tu tombes pas en trêve hivernale, ça peut durer 12-14 mois. OK, non, mais c'est intéressant et en gros, ce que tu me conseilles, c'est que de tout de suite démarrer au premier, parce que j'imagine qu'il y a des délais qui courent, des délais, légaux et cetera. En fait, dès que j'ai mon premier loyer impayé et que je le sens pas, bam, direct, quoi. C'est ça. En fonction de l'explication qui est donnée, effectivement, un accident, ça peut arriver. Encore une fois, il y a une histoire de feeling et d'humain. Si le locataire t'appelle en te disant c'est dur, etc., je régularise à telle date, et qu'il régularise, bon ben voilà, mais tu lui laisses, tu peux lui laisser 3 semaines, un mois. Si tu le sens pas Mmh. direct, ou qu'il te dit je peux pas payer, puis je pourrais pas payer pendant 3 mois, bon ben là, il faut enclencher directement parce que ça veut dire que ça va être compliqué. Voilà et puis, au pire, s'il repaye et il rattrape, tu annules la procédure et Exactement. ah oui, c'est bon, mais au moins tu as déjà gagné tes 3 mois au cas où que tu te retrouves avec quelqu'un qui est de mauvaise foi, Alors, quoi. oui, tu as ça et puis tu es pas à l'abri aussi que la personne, elle puisse, elle s'en aille finalement, encore une fois, au bout de 3 Ouais, mois, mais parce qu'elle voit que tu as pas perdu ton temps. Tu vois, il y a ça aussi. Plus tu es attentiste, plus tu es mou en face et plus la personne se dit: «Bon, je suis un peu tranquille, ouais, ouais, lui, je vais ouais. pouvoir, l'endormir, lui ou elle, c'est bon, pas de trop virulent». Alors que si directement, je suis pas en train de dire nécessairement qu'il faut être agressif avec les gens, tu vois? Mais c'est comme tout, quand tu rentres dans un conflit, il y a une notion, d'impression aussi de «l'adversaire» entre guillemets. Donc si ton locataire en face, il voit que tu vas rien lâcher et que tu es prêt à aller jusqu'au bout, bon, il va se dire: «Lui ou elle, je vais peut-être pas trop la faire chier non plus, je vais aller voir ailleurs, en trouver un plus cool, à aller embêter», tu vois? C'est toujours ça. Donc non, on perd pas de temps, ouais. OK. Mais je pense que là, franchement, tu as apporté énormément de valeur, à l'audience. Même à moi, je suis super contente. Donc, vraiment merci Guillaume, je suis super contente d'avoir eu le privilège, de t'avoir là sur le podcast pour que tu nous racontes toutes ces connaissances. Avec grand plaisir. Merci à toi, ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais, tes vieux souvenirs. Mais je pense que là, la durée de l'épisode, elle est parfaite. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que les personnes, qui t'apprécient, qui ont envie de te suivre, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Je sais que tu fais des accompagnements aussi, notamment pour les personnes qui veulent acheter aux ventes aux enchères, des biens immobiliers. Donc comment est-ce que les personnes qui ont accroché avec ton profil peuvent te suivre ou te contacter? Alors, bah, ce que je mets là en place en ce moment, c'est ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez mon nom, Guillaume Birondeau, ou alors enchères immobilières, les secrets pour réussir. Elle est vraiment axée sur les enchères immobilières judiciaires. Bon, ça fait quelques mois que ça a commencé. J'exclus pas le fait d'aller vers un peu plus de droit, de juridique et revenir un peu à mes premières amours d'huisserie ou de monde comme ça pour sortir un peu du cadre des enchères. Donc, allez sur YouTube. J'ai un blog aussi, donc allez sur le blog, vous tapez Guillaume Birondeau sur internet, sur Google, la barre de recherche et vous allez atterrir dessus. C'est un blog sur les enchères, une newsletter et puis voilà. Et tu as écrit un livre aussi. Et j'ai écrit un livre effectivement qui s'appelle Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, qui est sorti en mars 2023 et pour le coup, c'est un livre formation, hein, donc pour 25 €, j'ai les profils, qui sont les plus susceptibles de passer à l'action, qui avec le livre vont acheter des biens aux enchères et régulièrement, je reçois des mails ou des messages sur les réseaux pour me dire: «Ton livre est top et grâce à ça, j'ai pu acheter un bien» et c'est trop cool. Ça marche, je vais mettre tous ces liens dans la description. C'est top, comme ça, ils vont pouvoir, creuser et découvrir encore plein de choses. Mais en tout cas, déjà, tu nous as donné énormément de valeur, donc merci beaucoup, pour cette venue sur le podcast et puis on n'est pas à l'abri que tu reviennes encore pour une troisième édition. Je ne sais pas quel thème on va encore trouver, avec toi, mais c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci à toi Dorine pour l'invitation. Salut Guillaume. Salut.